Chloé Dupont monte pour la toute première fois les marches en pierre de la grande maison de campagne en Provence, une petite valise à la main et le cœur vibrant d'un espoir immense. À 26 ans, fraîchement diplômée infirmière puéricultrice, elle vient d'être engagée pour s'occuper du jeune Léo Mercier, un garçonnet de 4 ans, fils du richissime homme d'affaires Lucas Dubois. La demeure est absolument spectaculaire. Bâtie sur 3 niveaux, entourée de jardins qui s'étendent à perte de vue et agrémentée d'une piscine aux dimensions d'un petit lac, elle dégage une aura de prestige et de solitude. Mais ce qui frappe le plus Chloé, c'est le silence. Un silence lourd, presque palpable, qui semble imprégner chaque pierre, chaque recoin. Une maison d'une telle envergure devrait résonner de vie, de mouvement, des éclats de rire d'un enfant. Au lieu de cela, une quiétude pesante règne, chargée d'une tristesse inexprimée. Vous devez être la nouvelle soignante. Une voix autoritaire, tranchante, résonne dans le vaste hall d'entrée. C'est Stéphane Bernard, le majordome de la famille depuis 15 ans. À 55 ans, il arbore une posture quasi militaire et un regard d'une sévérité qui glace le sang. Je suis Stéphane. J'ose espérer que vous avez pris connaissance de toutes les consignes. Oui, monsieur, je les ai lues, répond Chloé, se remémorant la liste d'instructions détaillées qu'elle a reçues par courriel. Le garçon est très malade. Aucun effort physique n'est autorisé. Les médicaments doivent être administrés à des heures précises, sans le moindre écart. Pas de visite. Interdiction formelle de quitter la maison. L'enfant se trouve dans sa chambre, au 3e étage. Suivez ces règles à la lettre, et notre cohabitation se déroulera sans encombre. Chloé acquiesce, le cœur battant, et gravit l'escalier monumental en marbre qui mène aux étages supérieurs. C'est son tout premier poste depuis l'obtention de son diplôme. Elle s'est spécialisée en service de réanimation pédiatrique, un choix motivé par une tragédie personnelle, la perte de son petit frère durant son adolescence. Ce jour-là, elle s'était juré qu'aucun enfant ne souffrirait plus jamais devant elle sans qu'elle ne fasse tout pour l'aider. La porte de la chambre de Léo est ornée d'autocollants de super-héros, leurs couleurs vives passées par le temps. Elle frappe doucement. Léo, c'est Chloé. Je suis venue pour prendre soin de toi. Pas de réponse. Elle pousse délicatement la porte et découvre une scène qui lui serre le cœur. Au centre d'une chambre immense, sur un lit aux proportions royales, trône un petit garçon, frêle et bien trop maigre pour ses 4 ans. Léo a des cheveux bruns en bataille, d'immenses yeux verts et une pâleur maladive qui inquiète Chloé au premier regard. Salut, Léo. Je m'appelle Chloé. Le petit garçon l'observe, la méfiance peinte sur ses traits. Tu vas partir, toi aussi? La question, si simple en apparence, est chargée d'une telle douleur que Chloé doit ravaler ses larmes. Pourquoi est-ce que je partirais? Toutes les dames s'en vont. Papa dit que c'est parce que je suis très malade. Chloé s'approche avec une infinie précaution et s'assied sur le bord du lit. Je peux te demander quelle maladie tu as? Léo désigne du menton une table de chevet croulant sous les flacons de médicaments. Plein de maladies. Je prends des médicaments toute la journée. Chloé examine les étiquettes. Elle dénombre au moins 20 médicaments différents, antibiotiques, anti-inflammatoires, vitamines, compléments alimentaires. Une véritable pharmacie miniature pour un si jeune enfant. Ça fait longtemps que tu es malade? Léo compte sur ses petits doigts. Depuis toujours. Maman est morte quand je suis né parce que je suis tombé malade dans son ventre. Encore un enfant qui porte une culpabilité qui n'est pas la sienne, songe Chloé avec amertume. Léo, ce n'est absolument pas de ta faute si ta maman est allée au ciel. Papa ne l'a jamais dit, mais c'est parce que, parfois, les gens sont trop tristes pour parler de certaines choses. Tu connais mon papa? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Léo se blottit au milieu des oreillers. Il y en a au moins 8 sur le lit, tous d'un blanc immaculé, si moelleux qu'il semble vouloir engloutir le petit corps de l'enfant. Pourquoi as-tu autant d'oreillers? Le docteur Nicolas a dit que je dois toujours rester allongé. Les oreillers m'aident à respirer. Chloé fronce les sourcils. Un enfant de 4 ans ne devrait jamais rester alité en permanence, sauf dans des cas d'une extrême gravité. Tu as mal quand tu respires? Des fois, surtout la nuit. Et pour marcher? Je ne peux pas beaucoup marcher. Ça me fatigue. Chloé observe Léo avec son œil de professionnel. L'enfant est visiblement affaibli. Mais quelque chose cloche.
Forte de son expérience en service de réanimation pédiatrique, elle a été confrontée à de nombreuses maladies graves. Léo ne présente les signes d'aucune pathologie spécifique qu'elle puisse identifier. Léo, c'est quand la dernière fois que tu as joué dans le jardin? Le jardin? Une lueur s'allume dans ses yeux. Je ne peux pas aller dans le jardin. C'est dangereux. Dangereux comment? Le docteur Nicolas a dit que je pourrais attraper des bactéries et tomber encore plus malade. Chloé est de plus en plus intriguée. Isoler un enfant de manière aussi radicale ne correspond à aucun protocole médical standard, même pour les cas les plus sévères. Et si on lisait une histoire? On peut? Ça ne va pas me faire de mal? Bien sûr que non. Chloé choisit un livre sur une étagère et s'installe confortablement à côté de Léo. Alors qu'elle commence la lecture, elle remarque un détail étrange. Le garçon semble littéralement hypnotisé par sa voix, comme s'il avait perdu l'habitude d'interagir avec d'autres êtres humains. Une demi-heure plus tard, Lucas Dubois rentre à la maison. C'est un homme de 38 ans, grand, les cheveux noirs, vêtu d'un costume hors de prix, mais son visage est marqué par une fatigue que tout l'argent du monde ne saurait dissimuler. Il travaille 18 heures par jour pour ne pas penser à la maladie de son fils et à la culpabilité de ne pouvoir le guérir. Comment s'est passée cette première journée? Demande-t-il à Stéphane. La nouvelle soignante semble compétente, monsieur. Elle suit tous les protocoles à la lettre. Lucas monte voir son fils. Il trouve Chloé en train de lire une histoire à Léo, qui semble plus animée qu'il ne l'a été depuis des mois. Papa. Léo lui fait un signe de la main, mais ne quitte pas son lit. Lucas s'approche, mais maintient une distance respectueuse, comme s'il craignait de contaminer son fils ou d'être lui-même contaminé par sa douleur. Salut, champion. Comment s'est passée ta journée? Tati Chloé m'a lu l'histoire du dragon qui devient ami avec le prince. C'est super. Lucas se tourne vers Chloé. Merci de prendre soin de lui. C'est un plaisir, monsieur. Léo est un petit garçon très spécial. Spécial et extrêmement fragile. J'espère que vous avez bien compris toutes ses limitations. Parfaitement. Mais Chloé perçoit quelque chose d'étrange dans l'interaction entre le père et le fils. Lucas semble avoir peur de trop s'approcher, de manifester trop d'affection, comme si cela pouvait blesser Léo. Papa, tu dînes avec moi ce soir? Je ne peux pas, champion. J'ai une réunion très importante. Le visage de Léo se décompose. Tu as toujours des réunions. C'est le travail, mon fils, pour payer tous tes médicaments. Lucas quitte la chambre précipitamment, laissant Léo abattu et Chloé perplexe. Le soir, alors qu'elle prépare les médicaments de Léo, Chloé décide de vérifier les prescriptions une par une. En tant qu'infirmière, elle sait à quoi sert chaque molécule. Étrange. Murmure-t-elle en examinant les flacons. Il y a des traitements pour des affections totalement différentes. Certains pour des problèmes respiratoires, d'autres pour des troubles cardiaques, d'autres encore pour des soucis digestifs. C'est comme si Léo souffrait de 5 maladies distinctes en même temps. Léo, tu as mal à la poitrine? Parfois. Et au ventre aussi. Et tu as du mal à respirer quand tu cours? Mais. Je ne cours jamais. Je n'ai pas le droit de courir. L'intrigue de Chloé grandit. Les symptômes de Léo sont très vagues et semblent être induits par les médicaments eux-mêmes. Durant la première semaine, elle instaure une routine douce avec Léo. Elle lui lit des histoires, joue à des jeux de société, lui apprend des dessins simples. Le petit garçon s'épanouit sous cette nouvelle attention, mais toujours dans les limites strictes imposées par le protocole médical. Tati Chloé, je peux te poser une question? Bien sûr, mon trésor. Pourquoi tu ne portes pas de masque comme les autres dames? Chloé fronce les sourcils. Quel masque? Les autres soignantes mettaient toujours un masque pour ne pas attraper ma maladie. Léo, ta maladie n'est pas contagieuse. Non, mon cœur. On peut parler, jouer et se faire des câlins sans aucun problème. Les yeux de Léo s'emplissent de larmes. Alors, pourquoi personne ne veut rester près de moi? Cette question innocente brise le cœur de Chloé. Moi, je veux rester près de toi. Mais tu vas partir quand tu découvriras à quel point je suis malade. Je ne partirai pas, je te le promets. Léo se niche dans les bras de Chloé, affamé d'affection,
comme une petite plante qui n'aurait jamais vu le soleil. Mais cette proximité nouvelle n'est pas du goût de tout le monde. Le docteur Nicolas Legrand, médecin particulier de la famille depuis 3 ans, est un homme d'une 50aine d'années. Grand, les cheveux grisonnants, la blouse toujours impeccable, il dégage un air de supériorité qui intimide quiconque. Il rend visite à Léo 3 fois par semaine et n'apprécie guère les changements de routine. « Monsieur Dubois, dit-il un mercredi, j'ai remarqué que la nouvelle soignante prend beaucoup de liberté avec les soins. » Des libertés? Comment ça, docteur? Elle n'utilise pas d'équipement de protection, elle autorise un contact physique direct avec l'enfant. Je l'ai même vu le prendre dans ses bras. Lucas s'inquiète. C'est dangereux? Extrêmement. L'immunité de Léo est compromise. Le moindre contact peut provoquer une infection grave. Mais elle est infirmière diplômée. La formation ne remplace pas l'expérience avec des cas aussi complexes que celui de Léo. Le docteur Legrand monte examiner Léo et trouve Chloé en train de faire un puzzle avec lui, assis par terre. Que se passe-t-il ici? Chloé se relève vivement. Bonjour, docteur. Nous faisions une activité de motricité fine. Léo devrait être dans son lit. Mais il se sentait assez bien pour s'asseoir un petit moment. Mademoiselle, le protocole est clair. Repose absolu. Docteur, avec tout le respect que je vous dois, un peu de mouvement fait du bien à n'importe quel enfant. Le docteur Legrand la foudroie du regard. Avez-vous une spécialisation dans les cas comme celui de Léo? J'ai une formation d'infirmière puéricultrice. Cela ne répond pas à ma question. Chloé se sent rabaissée, mais ne cède pas. Docteur, puis-je consulter ses examens les plus récents? Pourquoi faire? Pour mieux comprendre son état et donc mieux m'en occuper. Vous n'avez pas besoin de comprendre, vous avez besoin de suivre les ordres. Léo observe la discussion en silence, recroquevillé au milieu de ses oreillers. Léo, le docteur Legrand s'approche du lit avec un stéthoscope. Comment te sens-tu? Bien, docteur. Une douleur dans la poitrine? Un tout petit peu. Le docteur Legrand note quelque chose sur son dossier. Et un essoufflement? Quand je joue beaucoup. Vous voyez? Le docteur Legrand se tourne vers Chloé. L'enfant présente des symptômes parce que vous l'avez trop sollicité. Chloé est déconcertée. Léo a joué un quart d'heure, assis par terre. Cela ne devrait provoquer de symptômes chez aucun enfant. Docteur, puis-je vous demander quel est le diagnostic exact de Léo? Cardiopathie complexe associée à une immunodéficience primaire. Et quel est le dernier examen qui a confirmé ce diagnostic? Le docteur Legrand la regarde avec irritation. Mademoiselle, êtes-vous en train de remettre en question mon diagnostic? Non, docteur. Je veux juste comprendre pour mieux soigner. Votre travail consiste à donner des médicaments et à maintenir l'enfant au repos. Rien de plus. Le docteur Legrand quitte la chambre, laissant Chloé avec un profond sentiment de malaise. Quelque chose ne va pas dans ce tableau clinique. Le soir, une fois Léo endormi, elle décide de faire des recherches sur les maladies qu'il est censé avoir. En tant qu'infirmière, elle a accès à des bases de données médicales. C'est étrange, murmure-t-elle devant son ordinateur. Les symptômes de Léo ne correspondent à aucune des pathologies diagnostiquées. Plus étrange encore, tous les médicaments qu'il prend ont des effets secondaires qui provoquent précisément les symptômes qu'il présente. Faiblesse, pâleur, manque d'appétit, somnolence. Tout est listé. Serait-il possible que... Chloé s'arrête, refusant de croire à ce qu'elle soupçonne. La semaine suivante, elle porte une attention accrue aux habitudes de Léo. Le garçon prend ses médicaments 4 fois par jour. Systématiquement, après chaque prise, il devient somnolent et faible. Léo, tu te sens différent avant et après avoir pris tes médicaments? Comment ça, Tati? Tu as plus d'énergie avant ou après? Léo réfléchit. Avant. Après, j'ai envie de dormir. Et tu as mal quand tu ne prends pas de médicaments? Non. J'ai juste sommeil quand je les prends. Les soupçons de Chloé se renforcent. Les traitements pour les prétendues affections de Léo ne devraient pas provoquer une somnolence aussi marquée. Jeudi matin, un événement vient tout bouleverser. Chloé change les draps du lit de Léo et décide de laver les oreillers.
Cela fait des semaines qu'elle veut le faire, mais Stéphane lui répète sans cesse que ce n'est pas nécessaire. Léo, je vais emmener tes oreillers pour les laver, d'accord? D'accord. Tu peux les laver. Bien sûr. Un oreiller propre, c'est plus sain. Lorsque Chloé retire les tais, elle découvre quelque chose qui la laisse en état de choc. À l'intérieur de chaque oreiller est dissimulé un petit sachet contenant une poudre blanche à l'odeur chimique prononcée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle ouvre l'un des sachets et analyse la poudre. Ayant suivi une formation en pharmacie avant de devenir infirmière, elle reconnaît la substance. C'est un sédatif léger en poudre, qui peut être inhalé. Mon Dieu! Chloé comprend tout. Léo n'est pas malade. Il est constamment drogué via ses oreillers. La poudre qu'il inhale toute la nuit pendant son sommeil le laisse faible et somnole durant la journée. Combinée à des médicaments inutiles, c'est la formule parfaite pour faire passer un enfant en bonne santé pour un grand malade. Mais pourquoi? Qui ferait une chose pareille à un enfant? Chloé prend quelques sachets comme preuve et les cache dans sa chambre. Elle doit découvrir qui est derrière ce complot. L'après-midi, le docteur Legrand arrive pour sa visite hebdomadaire et s'énerve en voyant que les oreillers ne sont pas sur le lit. Où sont les oreillers spéciaux de Léo? Spéciaux? Chloé feint l'ignorance. Je les ai emmenés à la lingerie pour les laver. Vous n'aviez pas le droit de toucher à ces oreillers. Pourquoi? Ce sont des oreillers orthopédiques spéciaux, très chers. Ils ne peuvent pas être lavés en machine. Oh, excusez-moi, je ne savais pas. Le docteur Legrand est visiblement nerveux. Où sont-ils maintenant? À la buanderie, mais je peux aller les chercher. Allez-y immédiatement. Léo ne peut pas dormir sans eux. Chloé se rend à la buanderie, mais ne rapporte pas les oreillers. Elle veut voir ce qui se passera si Léo dort sans. Cette nuit-là, Léo dort sur des oreillers normaux, sans sachet de sédatif. Le lendemain matin, un miracle se produit. Léo se réveille plus tôt, beaucoup plus vif. Pour la première fois depuis l'arrivée de Chloé, il s'assied dans son lit tout seul, sans aide. Tati Chloé, je me sens bien. Comment ça, mon cœur? Je n'ai pas sommeil. Je peux jouer? Chloé est bouleversée. Ses soupçons étaient fondés. Les oreillers rendaient Léo malade. Bien sûr que tu peux jouer. Il passe la matinée à jouer dans la chambre. Léo déborde d'une énergie que Chloé ne lui avait jamais vue. Il rit, court à travers la pièce, pose 1000 questions. Tati Chloé, je peux aller dans le jardin aujourd'hui? On va voir si ton papa est d'accord. Mais quand Lucas rentre du travail et voit Léo si plein de vie, il n'est pas heureux. Il est inquiet. Pourquoi est-il si agité? Il va bien, monsieur Dubois, il est juste plus en forme. Ce n'est pas normal. Quand Léo est agité, c'est le signe qu'il va faire une crise. Une crise de quoi? De sa maladie. Le docteur Legrand a toujours dit que l'agitation précède les épisodes graves. Chloé est désemparée. Mais il n'est pas agité, il est heureux. C'est la même chose. Lucas appelle le docteur Legrand. Docteur, Léo est très agité aujourd'hui. C'est bien ce que je craignais. J'arrive tout de suite. Le docteur Legrand arrive en 15 minutes et trouve Léo en train de jouer joyeusement avec Chloé. Comme je l'imaginais, il est en pré-crise. Pré-crise de quoi? Demande Chloé. De convulsions. Les enfants dans l'état de Léo peuvent avoir des convulsions précédées par une forte agitation. Mais il n'a jamais eu de convulsions. Parce que nous avons toujours contrôlé les épisodes avant qu'ils ne surviennent. Le docteur Legrand prépare une seringue. Je vais lui faire un calmant pour prévenir la convulsion. Docteur, attendez. Intervient Chloé. Il n'est pas agité, il est simplement heureux et plein de l'énergie normale d'un enfant de son âge. Mademoiselle, vous n'avez pas l'expérience requise pour évaluer la situation. Le docteur Legrand s'approche de Léo avec la seringue, mais Chloé s'interpose. Léo n'a pas besoin de calmant. Écartez-vous ou j'appelle la sécurité. Monsieur Dubois. Chloé se tourne vers le père. Léo va bien. Mieux qu'il n'a jamais été depuis que je suis ici. Lucas est partagé. D'un côté, le médecin qui s'occupe de son fils depuis des années.
De l'autre, la soignante qui semble sincèrement préoccupée par le bien-être de Léo. Docteur, êtes-vous sûr que ce médicament est nécessaire? Absolument. Si nous ne le lui donnons pas maintenant, il pourrait convulser cette nuit. Lucas acquiesce d'un signe de tête. Vous pouvez l'injecter. Chloé assiste, horrifiée, à l'injection du calmant dans le bras de Léo. En 20 minutes, le petit garçon qui était si vif et enjoué redevient somnolent et apathique. Voilà, dit le docteur Legrand, satisfait. Crise évitée. Cette nuit-là, le docteur Legrand revient avec de nouveaux oreillers. Ceux-ci sont encore plus spéciaux, importés, personne d'autre que moi ne doit y toucher. Chloé l'observe placer les oreillers sur le lit de Léo. Elle est certaine qu'ils contiennent de nouveaux sachets. Léo recommence à mal dormir, à se réveiller fatigué, à être apathique durant la journée. Tati Chloé, pourquoi je suis de nouveau faible? La question innocente du garçon déchire le cœur de Chloé. Elle sait ce qui se passe, mais comment le prouver? Le week-end, elle décide d'enquêter davantage. Léo, ça fait longtemps que le docteur Legrand est ton médecin? Depuis toujours. Et les autres médecins? Tu en as déjà vu d'autres? D'autres pédiatres, des cardiologues? Léo secoue la tête. Seulement le docteur Legrand. Papa dit que c'est le seul qui comprend ma maladie. Chloé est de plus en plus méfiante. N'importe quelle maladie grave, comme celle que Léo est censé avoir, nécessiterait une équipe médicale, des examens réguliers, des hospitalisations. Léo, tu as déjà fait des examens? Une radiographie, une échographie? Je ne sais pas ce que c'est. Tu es déjà allé à l'hôpital? Jamais. Le docteur Legrand a dit que l'hôpital, c'est dangereux pour moi. Maintenant, Chloé en est certaine. Léo n'a jamais été correctement examiné. Le docteur Legrand invente des maladies et maintient l'enfant sous sédatif et sous médication. Mais dans quel but? Lundi, Chloé décide de suivre discrètement le docteur Legrand. Après sa consultation avec Léo, elle le voit entrer dans le bureau de Lucas. Chloé se cache derrière la porte pour écouter leur conversation. Docteur, comment évolue l'état de mon fils? Malheureusement, il se détériore. Je vais devoir augmenter le dosage des médicaments. Augmenter? Il en prend déjà tellement. C'est nécessaire. Et je vais devoir faire des examens spécialisés. Quels examens? Une IRM avec contraste, une biopsie cardiaque, une analyse génétique. Tout cela est très coûteux, mais fondamental. Chloé entend Lucas soupirer. Combien cela va-t-il coûter? Environ 200 000 euros. 200 000 euros? Juste pour des examens? Ce sont des examens très spécifiques. Mais sans eux, Léo pourrait ne pas survivre plus de 6 mois. Chloé manque de crier. Le docteur Legrand invente des examens hors de prix et donne une fausse espérance de vie à Léo. Docteur, êtes-vous sûr que c'est nécessaire? Lucas, voulez-vous sauver votre fils, oui ou non? Bien sûr que je le veux. Alors nous ferons ces examens. J'ai des contacts dans des laboratoires spécialisés aux États-Unis. Chloé comprend tout. Le docteur Legrand extorque de l'argent à Lucas depuis des années, en inventant des maladies et des traitements coûteux pour un enfant en parfaite santé. Elle quitte la maison en courant et se rend directement à l'hôpital public où elle a travaillé pendant ses études. Docteur Moreau, j'ai besoin de votre aide. Le docteur Jean Moreau est un pédiatre expérimenté qui a été le tuteur de stage de Chloé. Chloé, quel plaisir de vous voir. Comment va le travail? C'est justement à ce sujet que je dois vous parler. Chloé lui raconte toute la situation. Les oreillers avec le sédatif, les médicaments inutiles, les symptômes induits, l'extorsion. Mon Dieu, Chloé, c'est extrêmement grave. J'ai besoin d'aide pour prouver que Léo est en bonne santé. Avez-vous des preuves? Chloé lui montre les sachets qu'elle a récupérés dans les oreillers. J'ai ça. Le docteur Moreau analyse la poudre. C'est du lorazépam en poudre. Un sédatif puissant. Inhalé en continu, il peut provoquer tous les symptômes que vous avez décrits. Et les médicaments? Chloé lui montre la liste des traitements de Léo. Le docteur Moreau est horrifié. Cette combinaison pourrait tuer un enfant en bonne santé. C'est un cocktail de substances dangereuses. Que dois-je faire?
Il faut sortir cet enfant de là immédiatement. Mais comment faire? Le père croit le docteur Legrand. Nous allons faire de vrais examens à cet enfant. Prouver qu'il est en bonne santé. Comment? Amenez-le ici. Je lui ferai une batterie complète d'examens, gratuitement. Et si le père refuse? Convainquez-le, par tous les moyens. Cet enfant est en danger de mort. Chloé retourne à la maison, déterminée. Elle doit convaincre Lucas d'emmener Léo faire des examens indépendants. Le soir, quand Lucas rentre du travail, elle va le trouver. « Monsieur Dubois, puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr. »« C'est à propos de Léo ?»« Oui. »« J'ai une suggestion à vous faire. »« Quelle suggestion ? » ?»« Que diriez-vous de demander un deuxième avis médical ? » Juste pour être certain du traitement. Lucas fronce les sourcils. Pourquoi? Le docteur Legrand est très compétent. Je sais, mais pour des maladies aussi graves que celle de Léo, il est courant de consulter plusieurs spécialistes. Léo n'est pas dans un état grave, il est stable. Exactement. C'est pourquoi il serait bon de confirmer que le traitement actuel fonctionne. Lucas réfléchit un instant. Vous pensez que je devrais? Je pense que n'importe quel père le ferait. Très bien. Je vais prendre rendez-vous avec un cardiologue pédiatrique. Puis-je vous en recommander un, excellent? Le docteur Jean Moreau, de l'hôpital public. Il est très compétent. Un hôpital public? Le docteur Moreau est un spécialiste de renommée. Beaucoup de gens fortunés viennent le consulter. Lucas accepte. Le rendez-vous est pris pour la fin de la semaine. Chloé est soulagée. Enfin, Léo va être examiné par un vrai médecin. Mercredi, Lucas emmène Léo consulter le docteur Moreau. Léo est tout excité à l'idée de sortir de la maison pour la première fois depuis des années. « Papa, je vais voir un nouveau docteur ?» Oui, champion. À l'hôpital, le docteur Moreau examine Léo de manière approfondie. Il ausculte son cœur, ses poumons, teste ses réflexes, mesure sa tension. Léo est un enfant en parfaite santé, dit-il à Lucas après l'examen. Comment ça, en bonne santé? Il a une cardiopathie complexe et une immunodéficience. Monsieur Dubois, je n'ai trouvé aucune preuve de ces pathologies. Mais le docteur Legrand a dit. Nous allons faire quelques examens pour confirmer. Le docteur Moreau demande un électrocardiogramme, une radio du thorax, des analyses de sang complètes. Tous les examens sont réalisés le jour même. Les résultats sont sans équivoque, Léo est un enfant tout à fait normal et en bonne santé. Ce n'est pas possible. Lucas secoue la tête. Léo est malade depuis 4 ans. Monsieur Dubois, d'après ses examens, Léo n'a jamais été malade. Alors pourquoi a-t-il tous ces symptômes? Le docteur Moreau montre les résultats toxicologiques du sang de Léo. Il a 5 types de médicaments différents dans le sang, à des doses élevées. Ce sont ces médicaments qui causent les symptômes. Vous voulez dire que les médicaments le rendent malade? Exactement. Et il y a autre chose. Le docteur Moreau montre un autre résultat. Léo a du lorazépam dans le sang. C'est un sédatif puissant. Il est drogué. Lucas devient blême. Drogué? Comment? Probablement par inhalation. Via une source proche de lui. Lucas se souvient des oreillers spéciaux. Mon Dieu. Monsieur Dubois, Léo est empoisonné à petit feu depuis des années. La révélation frappe Lucas comme un éclair. Son fils n'a jamais été malade. Le docteur Legrand était en train de tuer Léo lentement tout en lui extorquant des millions. Docteur, que dois-je faire maintenant? Arrêtez immédiatement tous les médicaments. Retirez toute source de sédatif de sa chambre. Et poursuivez ce médecin criminel en justice. Lucas quitte l'hôpital en état de choc, portant Léo dans ses bras. Le garçon est déjà plus vif, simplement pour avoir manqué sa prise de médicaments du matin. Papa, je me sens mieux. Tu vas te sentir encore mieux, champion, je te le promets. En arrivant à la maison, Lucas se dirige directement vers la chambre de Léo et rassemble tous les oreillers. Chloé, brûlez ces oreillers. Tout de suite. Bien, monsieur. Chloé est soulagée.
Lucas a découvert la vérité. Et les médicaments. Arrêtez tout. Léo ne prendra plus un seul de ces poisons. Cette nuit-là, Léo dort sur des oreillers normaux, sans sédatif. Pour la première fois en 4 ans, il passe une nuit de sommeil véritablement réparatrice. Le lendemain matin, la transformation est incroyable. Léo se réveille à 7 heures, vif et plein d'énergie. Il saute de son lit, seul, pour la première fois depuis des années. Tati Chloé, je suis fort. Chloé accourt dans la chambre et trouve Léo en train de faire des sauts sur place. Léo, comment te sens-tu? Très bien. Je peux aller jouer dehors? Demandons à ton père. Lucas apparaît sur le seuil, ému aux larmes en voyant son fils déborder d'énergie. Papa, je peux aller dans le jardin? Oui, champion. Tu peux jouer où tu veux. Léo se met à courir dans la chambre, dans la maison, dans le jardin. 4 années d'énergie contenue explosent en un instant. Chloé et Lucas l'observent, bouleversés. Merci, dit Lucas à Chloé. Pourquoi? D'avoir sauvé mon fils. Je n'ai fait que découvrir la vérité. Vous avez eu le courage de douter quand tout le monde croyait à ces mensonges. L'après-midi, le docteur Legrand arrive pour sa visite hebdomadaire et devient furieux en voyant Léo jouer dans le jardin. Que se passe-t-il ici? Pourquoi Léo est-il hors de son lit? Lucas lui fait face. Parce que mon fils n'est pas malade. Bien sûr qu'il l'est. Il doit retourner au lit immédiatement. Il n'a besoin de rien. Je sais tout, Nicolas. Le docteur Legrand pâlit. De quoi parlez-vous? Des oreillers avec le lorazépam. Des médicaments inutiles. De l'extorsion. Le docteur Legrand tente de garder contenance. Lucas, vous êtes confus. Léo a besoin de ces traitements. Léo est un enfant en parfaite santé, et il l'a toujours été. C'est impossible. Je le suis depuis 4 ans. Vous l'empoisonnez depuis 4 ans. Le docteur Legrand comprend qu'il est démasqué. Il tente une dernière carte. Lucas, vous faites une erreur. Si vous arrêtez le traitement, Léo pourrait mourir. La seule chose qui pourrait tuer Léo, c'est de continuer votre traitement. Vous ne comprenez pas la gravité de son cas. Si, je comprends. La gravité de votre imposture. Lucas prend son téléphone. J'appelle la police. Le docteur Legrand est désespéré. Attendez, Lucas. Nous pouvons discuter. Discuter de quoi? De la façon dont vous avez failli tuer mon fils pour me voler? Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Le docteur Legrand essaie de fuir, mais Stéphane, qui a entendu toute la conversation, lui bloque la sortie. Vous n'irez nulle part, monsieur, dit le majordome. 20 minutes plus tard, la police arrive à la maison. Le docteur Legrand est arrêté en flagrant délit pour exercice illégal de la médecine, extorsion et maltraitance sur enfants. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis un médecin respecté. Vous étiez un médecin, corrige le commissaire. Maintenant, vous êtes un criminel. Alors que le docteur Legrand est emmené, Léo court vers son père. Papa, pourquoi ils arrêtent le docteur? Parce qu'il faisait de mauvaises choses, champion. Il me rendait malade? Lucas s'agenouille à la hauteur de son fils. Oui. Mais maintenant, tu vas aller bien, pour toujours. Léo serre son père dans ses bras. Merci de m'avoir sauvé, papa. C'est la première fois en 4 ans que le père et le fils s'étreignent véritablement. Dans les jours qui suivent, la transformation de Léo est miraculeuse. Libéré des sédatifs et des médicaments toxiques, il devient un enfant normal. Il joue, court, rit, fait des bêtises. Tout ce qu'un enfant de 4 ans devrait faire. Tati Chloé, je peux grimper à l'arbre? Oui, mon cœur, mais fais attention. Je peux nager dans la piscine? Bien sûr, je vais t'apprendre. Léo découvre le monde pour la première fois. Chaque expérience est une nouveauté, sentir l'herbe sous ses pieds, l'eau de la piscine, le vent sur son visage. Papa, pourquoi personne ne me laissait faire tout ça avant? Parce que tout le monde se trompait en pensant que tu étais malade. Mais maintenant, je peux tout faire? Tout ce que les enfants normaux font?
Léo crie de joie et repart en courant dans le jardin. Une semaine plus tard, Lucas demande à parler à Chloé. Chloé, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. J'ai fait mon travail. Vous avez fait bien plus que ça. Vous avez sauvé la vie de mon fils. N'importe qui aurait fait la même chose. Ce n'est pas vrai. D'autres soignantes sont passées ici et aucune n'a jamais rien remis en question. Chloé reste pensive. Monsieur Dubois, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous jamais eu de doute? 4 ans, c'est très long. Lucas soupire. Parce que je me sentais coupable. Coupable de quoi? Ma femme est morte en couche. Je pensais que Léo avait hérité d'une maladie génétique par ma faute. Et le docteur Legrand le savait? Il le savait. Et il a utilisé ma culpabilité contre moi. Chloé comprend. Le docteur Legrand a manipulé la culpabilité de Lucas pour maintenir son imposture. Monsieur Dubois, vous allez le poursuivre en justice? Je vais le poursuivre et je vais aller jusqu'au bout. Je vais découvrir combien d'autres pères il a trompé. D'autres pères? Le commissaire a dit qu'il est probable que le docteur Legrand ait fait ça à d'autres familles. L'enquête policière révèle que le docteur Legrand avait mis en place un système élaboré. Il approchait des pères riches et vulnérables, inventait des maladies graves pour leurs enfants et facturait des fortunes pour de faux traitements. Léo n'était pas sa seule victime. 4 autres familles avaient également été dupées pendant des années. C'est un psychopathe, explique la commissaire en charge de l'affaire. Il choisissait des enfants orphelins de mère pour pouvoir manipuler la culpabilité des pères. Lucas est horrifié. Combien d'enfants a-t-il blessé? Nous enquêtons toujours, mais il pourrait y en avoir une douzaine, voire plus. Et où est l'argent qu'il a volé? Tout dépensé en luxe. Appartement, voiture de luxe, voyage. Il ne reste rien. Lucas ne se soucie pas de l'argent. Il veut que justice soit faite pour tous les enfants qui ont souffert. 1 mois plus tard, le docteur Legrand est jugé. L'affaire fait la une des journaux nationaux, un faux médecin empoisonnait des enfants pour extorquer de l'argent à de riches familles. Les médias explorent chaque détail du stratagème, comment il fabriquait des symptômes, falsifiait des examens, manipulait des pères désespérés. Au tribunal, Lucas témoigne avec émotion. Cet homme a volé 4 ans de l'enfance de mon fils. Léo a passé 4 ans à croire qu'il était en train de mourir. Le procureur est incisif. Le docteur Legrand a transformé des médicaments en poison, des soins en torture, la confiance en trahison. La défense tente de plaider qu'il croyait sincèrement aider les enfants. Mon client souffre d'un trouble délirant. Il était persuadé de guérir ses enfants. Mais les preuves sont accablantes, les sachets de sédatifs, les médicaments toxiques, les comptes en banque bien garnis. Le docteur Legrand est condamné à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine, maltraitance, extorsion et tentative d'homicide. La société ne peut tolérer que quelqu'un utilise la médecine pour faire le mal, déclare le juge dans son verdict. Lorsque la condamnation est prononcée, Lucas ressent un immense soulagement. Et Léo, qui comprend maintenant ce qui s'est passé, pose une question qui émeut toute l'assemblée. Papa, le docteur va rester en prison pour ne pas faire de mal à d'autres enfants? Oui, champion. C'est bien. Maintenant, d'autres enfants ne seront pas faussement malades, comme moi. L'innocence et la bonté de Léo, même après tout ce qu'il a enduré, touchent profondément Lucas et Chloé. 3 mois après l'incarcération du docteur Legrand, la vie à la maison de campagne s'est complètement transformée. Léo est inscrit dans une école privée. Il s'est fait des amis, apprend le piano, joue au football. C'est un enfant normal et heureux. Tati Chloé, aujourd'hui j'ai joué au parc avec 5 copains. C'est merveilleux. Et comment c'était? Ils étaient étonnés parce que je cours très vite. Tu as toujours été fort, mon cœur. On t'empêchait juste de le montrer. Lucas a changé, lui aussi. Il a réduit ses heures de travail pour passer du temps avec Léo. Ils font des activités ensemble, des balades à vélo, des pique-niques, ils regardent des films. Papa, tu ne travailles plus autant. Parce que j'ai appris que le temps passé avec toi est plus important que l'argent. J'aime bien quand tu restes avec moi. Moi aussi, j'aime ça, champion. Mais le plus grand changement concerne la relation entre Lucas et Chloé.
Après tout ce qu'ils ont traversé ensemble sauver Léo, affronter le docteur Legrand, ils ont développé une proximité qui dépasse le cadre professionnel. Chloé, dit Lucas un soir, après avoir couché Léo. Puis-je vous poser une question personnelle? Allez-y. Pourquoi n'avez-vous pas d'enfant? Chloé reste silencieuse un instant. Parce que je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Et quel genre de personne serait la bonne? Quelqu'un qui comprend qu'un enfant a besoin d'amour par-dessus tout. Lucas sourit. Comme vous. Comment? Quoi? Vous comprenez qu'un enfant a besoin d'amour. Ils se regardent un instant. La tension entre eux est palpable. Lucas. Oui? Ne compliquez pas les choses. Quelle chose? Vous savez très bien de quoi je parle. Lucas s'approche d'elle. Et si je voulais les compliquer? Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que je suis votre employé. Vous êtes bien plus que ça. Je suis quoi? La femme qui a sauvé mon fils. La femme qui a changé notre vie. Chloé sent son cœur s'accélérer. Lucas, vous confondez la gratitude avec autre chose. Je ne confonds rien du tout. Si. Vous êtes reconnaissant parce que j'ai sauvé Léo. Je suis amoureux parce que vous êtes une femme incroyable. La déclaration prend Chloé par surprise. Amoureux. Amoureux. Éperdument amoureux. Chloé recule. Cela ne peut pas arriver. Pourquoi pas? Parce que je suis pauvre. Vous êtes riche. Je suis infirmière. Vous êtes homme d'affaires. Et alors? Les gens vont dire que je suis une croqueuse de diamants. Je me fiche de ce que les gens disent. Moi, non. Lucas comprend que Chloé a peur du jugement social. Chloé, vous avez sauvé ce que j'ai de plus cher au monde. Quiconque ne vous respecte pas ne mérite pas mon attention. C'est plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce compliqué? Parce que je suis aussi amoureuse de vous. L'aveu lui échappe avant qu'elle ne puisse se contrôler. Vous l'êtes aussi? Oui, mais j'ai peur. Peur de quoi? De ne pas être assez bien pour vous deux. Lucas lui prend les mains. Chloé, vous êtes la meilleure personne que je connaisse. Vous avez le cœur le plus pur, le courage le plus authentique, l'amour le plus sincère. Mais je n'ai pas d'argent, pas de statut. Vous avez quelque chose de bien plus précieux. Quoi? Du caractère. Ils se regardent dans les yeux, l'amour entre eux est évident. Que allons-nous faire? Murmure Chloé. Nous allons être heureux. Comment? En nous mariant? Chloé manque de s'évanouir. En nous mariant? Épousez-moi. Lucas, vous êtes devenu fou? Fou d'amour pour vous. C'est de la folie. La plus belle folie de ma vie. Chloé est confuse, émue, amoureuse et terrifiée à la fois. Et Léo? Qu'est-ce qu'il en pensera? Demandons-lui. Maintenant. Maintenant? Il monte dans la chambre de Léo, qui est sur le point de s'endormir. Léo, je peux te poser une question? Bien sûr, papa. Qu'est-ce que tu penses de Chloé? Je l'adore. Elle est comme une maman pour moi. Lucas et Chloé échangent un regard ému. Et si elle devenait ta maman pour de vrai? Léo s'assied dans son lit, tout excité. Comment ça? Si je l'épouse. Vous allez vous marier? Crie Léo de joie. Seulement si tu es d'accord. Je veux. Je veux. Léo saute dans les bras de Chloé. Tati Chloé, tu vas être ma maman? Chloé est en larmes. Tu aimerais ça? J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lucas sourit. Alors, c'est décidé. Nous allons nous marier. Attendez, dit Chloé. Je n'ai pas encore dit oui. Léo la regarde avec ses petits yeux brillants. S'il te plaît, Tati Chloé, dis oui. Comment résister à une demande aussi douce? D'accord, j'accepte. Léo et Lucas crient de joie et serrent Chloé dans leurs bras. 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la maison de campagne, Lucas et Chloé se marient. Léo est le garçon d'honneur,
portant fièrement les alliances. Vous êtes maintenant mari, femme et famille, déclare le maire qui les unit. Pour toujours, répond Lucas. Pour toujours, acquiesce Chloé. Pour toujours et à jamais, complète Léo, faisant rire tout le monde. La fête est intime mais émouvante. Les amis, les collègues de Chloé, les employés de l'entreprise de Lucas. Le docteur Moreau, qui a aidé à démasquer le docteur Legrand, porte un toast à Chloé et Lucas, qui ont prouvé que le véritable amour triomphe de tous les obstacles. Et à Léo, ajoute Chloé, qui m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est l'amour. Léo sourit, radieux, dans les bras de sa nouvelle mère. 1 an plus tard, par un matin ensoleillé, Léo se réveille et court dans la chambre de ses parents. Maman, papa, réveillez-vous. Chloé et Lucas se réveillent en souriant. Léo les réveille toujours ainsi, plein d'énergie et de joie. Bonjour, champion. Lucas le prend dans ses bras. Maman, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Pourquoi est-ce spécial? Demande Chloé. Parce que ça fait 1 an que tu es devenue ma maman pour de vrai. Chloé est émue. C'est vrai. 1 an que nous sommes une famille officielle. Et je suis très heureux, dit Léo. Nous aussi, nous sommes heureux, répond Lucas. Et maintenant, je vais avoir un petit frère. Lucas et Chloé se regardent en souriant. Chloé est enceinte de 3 mois. Comment sais-tu ça? Demande Chloé. Parce que vous chuchotez tout le temps et vous regardez ton ventre. Il rit. Léo est très perspicace. Tu veux un petit frère? Oui. Pour jouer avec moi et lui apprendre à grimper aux arbres. Chloé serre Léo et Lucas dans ses bras. Sa famille est complète. Maman? Oui, mon amour? Merci d'avoir sauvé notre famille. Merci à toi de m'avoir laissé en faire partie. Du jardin, on entend des rires et des jeux. La maison, autrefois silencieuse et triste, est maintenant pleine de vie et de joie. Le docteur Legrand purge sa peine en prison, où il a tout le temps de réfléchir au mal qu'il a causé. Certains détenus, en apprenant qu'il s'en prenait à des enfants, se font un devoir de lui rappeler quotidiennement la gravité de ses crimes. Les autres familles victimes de ces agissements se sont également reconstruites. Les enfants qui l'empoisonnaient sont maintenant en bonne santé et heureux. Et Léo? Léo est un enfant normal de 5 ans, plein d'énergie, de curiosité et d'amour pour la vie. Il va à l'école, a des amis, joue, se dispute, pleure et rit comme n'importe quel enfant. Parfois, en jouant dans le jardin, il lève les yeux vers la fenêtre de la chambre où il passait ses journées au lit, drogué et triste. Maman, des fois, je me souviens de quand j'étais faussement malade. Et qu'est-ce que tu ressens? Je suis triste pour les garçons qui sont encore faussement malades ailleurs. La sensibilité de Léo émeut Chloé. C'est pour ça que papa et maman disent toujours qu'il faut aider ceux qui en ont besoin. C'est vrai. Il faut toujours protéger ceux qui souffrent. Léo sourit et retourne jouer, sachant qu'il est en sécurité, aimé et protégé par une famille qui s'est formée grâce au courage d'une femme qui n'a pas accepté qu'un enfant souffre devant elle. C'est ainsi que commencent les vraies histoires d'amour, non pas par un coup de foudre, mais par la volonté de se battre pour le bien d'un enfant innocent. Et ils vécurent heureux, prouvant que parfois, les meilleures familles ne naissent pas, elles se choisissent, elles se construisent avec amour, courage et la décision de toujours faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Vous avez aimé cette histoire? Aimez et partagez pour que plus de gens soient touchés. Laissez-nous votre nom et d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Nous sommes heureux de créer ce lien avec vous. À bientôt.